Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui va suivre. Abonnez-vous et activez les notifications. Trevor Mitchell faisait courir ses doigts sur le volant de sa Ford Mustang Mach-1 comme un homme qui se remémore chaque bataille remportée. Cette voiture était bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était le portrait de sa jeunesse disciplinée, des week-ends à travailler pendant que ses amis voyageaient, des nuits blanches passées à économiser. Chaque centimètre de cette carrosserie représentait un choix, un sacrifice, une renonciation. C'était la seule chose de valeur qu'il possédait, hormis sa réputation intacte et la femme qu'il aimait. Avery, avec ses yeux doux et sa voix posée, avait toujours été une rêveuse. Durant leurs fiançailles, elle était fascinée par des détails que Trevor remarquait à peine. Un nouveau restaurant en ville, un sac à main dans une vitrine, un joli coin pour une escapade, le temps d'un week-end. Trevor s'efforçait de suivre son rythme. Il n'avait jamais été riche, mais il faisait de son mieux pour qu'elle se sente unique. Ensemble, ils avaient bâti une vie modeste, fondée sur le respect et le travail. Ils géraient les factures, réparaient ce qui devait l'être à la maison et se contentaient de peu. Elle était le sourire du foyer, celle qui remplissait chaque recoin de fleurs fraîches et transformait une simple tasse de café en un parfum de chez soi. Quand Avery commença à se plaindre de douleurs à la poitrine, Trevor laissa tout en plan pour la conduire à l'hôpital. Il lui tint la main pendant que le médecin parlait en termes clairs et cliniques. Il y avait un problème cardiaque grave, le genre de diagnostic qui change votre perception du temps. Opération, disait-il. Risque, coût élevé, urgence. Trevor regarda Avery et sut ce qu'il allait faire avant même de rentrer chez lui. Le lendemain matin, il gara la voiture devant un concessionnaire, tendit les clés et demanda une estimation honnête. Il en obtint moins qu'espéré, mais assez pour couvrir l'intervention. Il n'hésita pas, ne négocia pas. Il rentra le cœur lourd, mais convaincu d'avoir fait le bon choix. Pendant son hospitalisation, il veilla à rester à ses côtés. Il apportait des couvertures de la maison, arrangeait ses oreillers et lui faisait la lecture quand elle ne trouvait pas le sommeil. L'opération fut un succès et Avery se rétablit bien. Les médecins louèrent son dévouement, affirmant que sa présence constante avait accéléré sa guérison. Trevor accueillait les compliments avec un sourire sans vanité. Il ne faisait que ce que n'importe quel mari décent aurait fait. Ce à quoi Trevor ne s'attendait pas, c'est qu'après sa sortie, les changements ne seraient pas que physiques. Avery semblait agité. Au début, il pensa que cela faisait partie de sa convalescence. Mais avec le temps, les commentaires se firent plus fréquents. L'appartement lui paraissait trop petit. Leur routine était devenue ennuyeuse. Elle disait que la sensation d'être en vie lui manquait. Trevor essayait de comprendre. Il passait plus de temps à discuter, lui cuisinait son plat préféré le dimanche, suggérait des promenades au parc. Mais rien ne semblait suffire. Un jour, en rentrant du travail, il trouva Avery en train de se préparer, vêtue d'une nouvelle robe. Elle dit qu'elle se rendait à un événement professionnel, quelque chose de formel, et qu'elle rentrerait peut-être tard. Trevor la complimenta, d'une voix basse qui peinait à cacher son malaise. Dans la chambre, il aperçut un sac de boutique rempli de vêtements coûteux, des articles qui ne correspondaient pas à leur budget. Il lui demanda si tout allait bien, et elle répondit par un sourire évasif, comme pour éviter les explications. Il sentait le fossé se creuser, mais il croyait encore que l'amour qu'ils avaient partagé était toujours là, simplement endormi. Au fil des semaines, Avery devint de plus en plus distante. Elle sortait plus souvent,
prétextant toujours des obligations professionnelles. Les dîners à la maison devinrent silencieux. Trevor mangeait seul la plupart des soirs. Un jour, alors qu'il nettoyait la cuisine, il reçut une notification sur son téléphone. C'était une photo d'Avery publiée par une de ses collègues dans un bar chic du centre-ville. Sur l'image, elle riait au milieu d'un groupe et à côté d'elle se tenait un homme arborant une montre brillante et une chemise de marque. La légende disait Spencer Whitmore. Trevor déglutit avec difficulté, mais ne fit pas de scène. Il décida d'attendre pour en parler calmement. Quand elle rentra, il aborda doucement le sujet. Avery soupira, laissa tomber son sac sur une chaise et dit qu'il fallait qu'il parle. Elle l'aimait, disait-elle, mais cet amour avait changé. Ses efforts avaient été magnifiques, mais elle se sentait piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle voulait plus. Elle avait rencontré Spencer au travail et il lui offrait ce qu'elle cherchait depuis des années, des opportunités, des voyages, une évolution. Ce n'était pas une question de désir, affirmait-elle. C'était une question d'avenir. Elle demanda le divorce avec la même désinvolture que si elle commandait un café, ajoutant qu'elle espérait qu'il comprendrait, puisqu'il était un homme bon. Trevor ne dit pas un mot. Il la fixa longuement, comme on contemple un tableau qui aurait perdu ses couleurs. Avery se retourna, saisit une petite valise déjà prête et partit. La porte se referma doucement, mais à l'intérieur de lui, tout était brisé. Il resta assis dans le salon pendant des heures. Même le tic-tac de l'horloge ne parvenait pas à le faire bouger. Il essayait de comprendre où il s'était trompé, à quel moment la gratitude s'était muée en mépris. Il se souvint du matin où il avait vendu la voiture, de la nuit où il avait lavé les draps de l'hôpital, des conversations chuchotées durant son séjour. Tout cela ne semblait plus qu'un bruit lointain. La semaine suivante, Trevor retourna au travail comme si de rien n'était. Il saluait ses collègues avec le même sourire poli, accomplissait ses tâches avec diligence et prenait le bus avec la même discrétion silencieuse. Quand on lui demandait des nouvelles d'Avery, il répondait qu'elle allait bien. À la maison, l'espace semblait plus grand. Leurs photos de mariage étaient rangées dans une boîte, avec son alliance, un flacon de parfum presque plein et les papiers de l'opération. Tout était plié, organisé, étiqueté, comme s'il ne rangeait pas seulement des objets, mais la part de lui-même qui croyait encore en leur mariage. Le silence de la maison fut bientôt peuplé par le bruit constant des souvenirs. Mais Trevor n'était pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Il continuait à vivre. Il travaillait toute la journée et le soir, lisait des livres empruntés à la bibliothèque du quartier. Il prenait soin des plantes sur le balcon. Parfois, il regardait les voitures passer et se demandait où pouvait bien être sa vieille Ford Mustang Mach 1. Peut-être entre les mains d'un jeune homme, peut-être sur les routes d'une autre ville. Il préférait croire que quelqu'un en prenait bien soin, tout comme il avait pris soin d'Avery jusqu'à la fin. Il ne faisait pas de projet, mais il ne baissait pas les bras. Il espérait qu'un jour son cœur cesserait de lui faire mal, comme si c'était encore hier. Pour l'instant, il ne lui restait qu'à continuer, et c'est exactement ce qu'il fit, un jour à la fois, jusqu'à ce que le destin, sans crier gare, décide de croiser sa route avec quelque chose qui allait tout changer. Mais cela était encore à venir. Pour l'instant, il n'y avait qu'un homme silencieux survivant à une douleur que personne ne pouvait voir. Trevor vivait presque en pilote automatique, portant sa routine comme un poids invisible. Il se levait tôt, préparait une simple tasse de café et partait au travail avec une expression neutre,
ne laissant jamais transparaître la blessure ouverte en lui. Le bus bondé était le seul endroit où il se retrouvait seul avec ses pensées. Il regardait par la fenêtre et se souvenait des fois où Avery lui souriait depuis le siège passager de la Ford. Ces souvenirs venaient par fragments rapides, mais faisaient mal comme s'ils venaient de se produire. La vie était devenue une série de tâches répétées. Travail, repas rapides, silence. Pourtant, sous son calme apparent, se cachait une détermination tranquille à rester debout, même s'il ignorait ce qui l'attendait. C'est un de ces jours, en rentrant du travail, que le destin prépara le terrain pour quelque chose d'inattendu. Le ciel était lourd, et le vent cinglait les lampadaires de l'avenue principale d'Austin. Trevor descendit du bus à une intersection familière sans rien de particulier. Mais soudain, un crissement métallique suivi d'un grand fracas stoppa la circulation. Une voiture, pour éviter un motard, avait perdu le contrôle et percuté violemment un poteau électrique. De la fumée s'échappait du moteur, et à l'intérieur, le conducteur était inconscient. Sans réfléchir, Trevor courut. Il brisa la vitre latérale avec une pierre trouvée sur le trottoir et extirpa le conducteur, le traînant loin du véhicule, tandis que des passants commençaient à filmer avec leur téléphone. L'homme respirait difficilement, mais il était en vie. Une ambulance arriva rapidement et les emmena tous les deux à l'hôpital. Trevor avait des coupures mineures au bras dues aux éclats de verre. Alors qu'il attendait aux urgences, sentant encore l'essence, il entendit quelqu'un appeler son nom. Un médecin lui dit que l'homme qu'il avait sauvé voulait le voir. Trevor entra dans la chambre et trouva un homme plus âgé aux cheveux gris, au regard intense et au sourire faible mais sincère. Il s'appelait Arlan Whitaker. Son ton n'était pas seulement reconnaissant, il était curieux, comme si quelque chose dans la situation l'intriguait plus que l'accident lui-même. Arlan posa des questions à Trevor sur sa vie, son travail. Son intérêt dépassait la simple conversation polie. C'était comme s'il essayait de reconstituer un vieux puzzle. Dans les jours qui suivirent, Arlan appela Trevor à plusieurs reprises pour le remercier à nouveau. Il l'invita à un déjeuner discret dans un restaurant près de l'hôpital. Là, il commença à parler de lui, un homme d'affaires aguerri avec des participations dans diverses entreprises, y compris un holding qui contrôlait des sociétés de logistique, de technologie et d'investissement. Tout en parlant, il étudiait chaque réaction de Trevor. Il l'interrogea sur son enfance, sa mère, l'endroit où il avait grandi. Trevor, bien que déconcerté par toutes ces questions, répondit honnêtement. Il lui parla de travail acharné, de la perte de son père très jeune et de sa vie simple. Lentement, quelque chose commença à refaire surface dans la mémoire d'Arlan. Il se souvint d'une femme qu'il avait connue des décennies plus tôt, une brève relation qui s'était terminée sans explication. Les dates correspondaient, les lieux aussi. Arlan sentit qu'il avait en face de lui plus qu'un simple sauveur. Il demanda la permission de faire un test ADN, disant qu'il avait besoin de lever un vieux doute. Trevor hésita un instant, mais accepta. Il n'avait rien à perdre, et peut-être n'était-ce qu'une autre des étranges coïncidences de la vie. Quand les résultats arrivèrent, le monde de Trevor bascula une fois de plus. Le rapport le confirmait. Arlan Whitaker était son père biologique. La révélation frappa Trevor comme la foudre. Il avait passé des années à se croire le fils d'un homme distant dont le souvenir s'était estompé, sans jamais imaginer que son vrai père était en vie, et l'un des hommes les plus influents de la ville.
Harlan, ému, s'excusa pour le passé. Il expliqua qu'il n'avait jamais su pour la grossesse. S'il l'avait su, il l'aurait cherché. Sa voix tremblait, entre soulagement et culpabilité. Trevor, abasourdi, resta longtemps en silence. Il ne ressentait pas de haine, mais un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Dans les jours qui suivirent, Harlan insista pour que Trevor se rapproche. Il l'invita à rencontrer sa famille, le présenta aux membres de son cercle intime et lui offrit ses conseils, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père essayant de récupérer des décennies perdues. Trevor résista au début, toujours méfiant. Mais il y avait quelque chose de différent chez Harlan, un regard qui ne reflétait pas seulement le pouvoir, mais un regret sincère. Peu à peu, Trevor commença à accepter les invitations, non par ambition, mais parce qu'il sentait qu'il devait comprendre ce que cette nouvelle connexion signifiait pour son histoire. Harlan ne montra pas seulement à Trevor une nouvelle vie, mais un tout nouveau monde. Il parlait d'opportunités, de formation pour cadres, de stratégie commerciale. Il disait voir en lui un potentiel rare, forgé par l'effort et la douleur. Trevor n'était pas ébloui, mais curieux. Tout cela était nouveau. Jusqu'à récemment, il se voyait comme un homme ordinaire essayant de survivre à l'abandon de sa femme. Maintenant, il avait la chance de reconstruire son destin de ses propres mains, mais avec des ressources et un soutien qu'il n'avait jamais imaginé. Le destin, qui semblait lui avoir tout pris, lui offrait maintenant quelque chose qu'il n'avait même jamais osé rêver. Il commença à se rendre au siège de Whittaker Holdings comme quelqu'un qui entre en territoire inconnu. Il observait, apprenait, posait des questions. L'environnement était différent, mais la discipline qu'il avait développée au fil des années de vie simple était désormais son plus grand allié. Harlan le présenta au directeur et au manager, et certains furent surpris d'apprendre que cet homme discret était son fils. Trevor écoutait plus qu'il ne parlait, analysait plus qu'il ne jugeait. Chaque conversation, chaque réunion, chaque détail semblait être un pas vers une vie entièrement nouvelle. Il n'y avait plus le poids des regards apitoyés pour avoir été quitté par sa femme. Ici, il était simplement Trevor Mitchell Whittaker, quelqu'un avec une histoire encore à écrire. La transformation commença ainsi, silencieusement, discrètement, sans faste ni paillettes. Un homme qui avait presque tout perdu découvrait maintenant une origine inattendue, un père qui le voyait comme un héritier, et une chance de s'élever dans un monde où, ironiquement, ceux qui l'avaient autrefois méprisé croiseraient bientôt à nouveau son chemin. Le passé était sur le point de rencontrer le présent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Mais pour l'instant, Trevor se contentait d'absorber, d'apprendre et de se préparer pour la suite. Trevor eut du mal à s'adapter à sa nouvelle routine au sein de Whittaker Holdings. Contrairement à ce que beaucoup supposaient, passer d'ouvrier ordinaire à cadre stagiaire n'était pas facile. Il faisait face à une pression invisible dont personne ne parlait, comme s'il était constamment mis à l'épreuve pour voir s'il allait craquer. Les gens l'observaient du coin de l'œil, doutant en silence. Harlan, de son côté, le traitait comme un projet personnel. Il le rencontrait souvent, lui expliquait le fonctionnement du conseil d'administration, partageait ses erreurs passées et célébrait ses succès. C'était un mentorat intense où chaque mot comptait. Trevor écoutait attentivement. Il savait que ce nouveau monde recelait des dangers subtils déguisés en sourires et en salutations formelles. Alors qu'il gagnait du terrain, il fut affecté à des réunions internes dans diverses divisions.
Au cours d'une de ses visites interdépartementales, il vit un visage qui lui glaça le sang. Spencer Whitmore. Il portait un costume clair, se déplaçait avec assurance et saluait tout le monde avec un enthousiasme forcé. Il ne remarqua pas Trevor dans la pièce. Spencer parlait de performance, de stratégie d'expansion et de résultats financiers, avec l'assurance de quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Trevor garda les yeux baissés, feignant d'être plus intéressé par les tableurs projetés sur le mur que par l'homme qui lui avait pris Avery des mois plus tôt. À l'intérieur, son estomac se noua, mais il prit une profonde inspiration. Ce n'était pas le moment de réagir, ce n'était que le premier acte. Avec le temps, il commença à examiner les rapports de la division de Spencer. Un détail attira son attention. 2 contrats avaient une numérotation étrange et les montants semblaient disproportionnés par rapport aux services décrits. Au début, il pensa à une faute de frappe. Mais en traçant les paiements, il découvrit 3 sociétés impliquées, partageant toutes la même adresse fiscale. C'étaient des fournisseurs tiers de services pour Whitaker Holdings. Le nom de l'une d'entre elles apparaissait dans un autre rapport lié à un projet logistique suspendu pour problèmes techniques. Cela ne collait pas. Il commença à assembler une carte d'information déconnectée. Date de paiement, nom des responsables, montant. Tout semblait former un schéma, mais il y avait encore trop de lacunes. Harlan remarqua que Trevor fouillait dans quelque chose d'inhabituel. Il lui demanda s'il y avait un problème. Trevor ne partagea qu'une partie de ce qu'il avait trouvé. Il dit que quelque chose lui semblait suspect, mais qu'il voulait des preuves solides avant de porter des accusations. Harlan fit confiance à l'instinct de son fils et lui accorda l'accès à d'autres documents internes. Grâce à cela, Trevor découvrit que depuis 3 ans, Spencer signait des contrats de maintenance et de transport avec les mêmes sociétés écrans. Toutes recevaient des paiements mensuels, mais ne fournissaient aucun service mesurable. Les rapports étaient falsifiés, les feuilles de calcul remplies de données vagues, de fausses visites de sites, de signatures scannées. C'était un détournement de fonds systématique. Le stagiaire qui aidait Trevor à trier les documents, un jeune homme nommé Caleb, mentionna un nom qui raviva un souvenir. Il dit que des mois plus tôt, un collègue d'un autre département avait tenté de signaler des irrégularités dans cette même division, mais avait été brusquement licencié. Son nom était Lucas Price. Trevor trouva les coordonnées de cet homme dans un ancien rapport et décida de le contacter. Il appela et se présenta. Quand Luca entendit le nom de Spencer, il garda le silence pendant quelques secondes. Puis il confirma qu'il avait tenté d'avertir un manager des contrats suspects, mais avait été renvoyé pour comportement déloyal envers la culture de l'entreprise. Il dit qu'il avait encore des preuves, des copies d'emails, des rapports modifiés et des messages échangés avec d'autres collègues. Ils organisèrent une rencontre discrète. Trevor écouta tout. Luca lui remit un dossier avec des copies de documents. Il y avait des détails cruciaux. Dates de fausses réunions, reçus de dépôts sur des comptes liés aux sociétés écrans et même des conversations internes où Spencer donnait des instructions à ses subordonnés pour que les opérations restent propres lors des audits externes. Trevor partit sans dire ce qu'il ferait, mais il savait qu'il avait maintenant tout ce dont il avait besoin. Il ne restait plus qu'à préparer la présentation. Une accusation de cette ampleur exigeait non seulement du courage, mais aussi de la stratégie. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il convoqua les directeurs, les membres du comité d'éthique et les auditeurs internes. La veille,
Il passa la nuit à organiser les preuves, à créer des diapositives avec des liens directs vers chaque élément et à imprimer des copies papier pour les membres clés. Le lendemain matin, tout le monde était réuni. Trevor entra, le dossier à la main, et pour la première fois, regarda Spencer droit dans les yeux, d'égal à égal. Le visage de l'homme portait toujours la même arrogance qu'auparavant. Spencer ne sembla même pas surpris de voir Trevor là. Il le considérait toujours comme l'ex-mari rejeté. Trevor n'eut pas besoin d'élever la voix. Il présenta simplement les faits, un par un. Il expliqua le montage, montra les liens entre les sociétés et les responsables, afficha l'historique des transactions bancaires et conclut avec les témoignages de Lucas et d'un autre employé qui confirmaient la fraude. Pendant qu'il parlait, les regards se tournèrent vers Spencer, qui commença à transpirer. Il tenta d'interrompre, de crier à la manipulation, mais les documents étaient là, tamponnés, classés, officiels. Les directeurs exigèrent des explications. Spencer bafouilla, accusa Trevor de vengeance personnelle et tenta de discréditer Lucas en disant qu'il avait été licencié pour faute. Personne ne le crut. Harlan, qui avait observé en silence, se leva et fit signe à deux officiers qui attendaient à l'extérieur d'entrée. Spencer fut arrêté devant tout le monde, menotté et conduit hors du bâtiment. Le silence dans la salle du conseil était pesant. L'homme qui avait longtemps prétendu être un modèle de compétence n'était plus qu'un fraudeur démasqué par quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé revoir, encore moins dans une position d'autorité. La scène fit des vagues en interne, devint un sujet de conversation dans les couloirs et fit les gros titres de la presse économique. Quelques jours plus tard, un audit externe confirma les dommages financiers. Plusieurs des actifs de Spencer furent gelés, y compris des comptes offshore et des propriétés enregistrées sous des prête-noms. Avery, figurant comme associé dans l'une des sociétés écrans, fut entraîné dans l'enquête. L'argent qu'ils croyaient être leur billet pour le luxe était devenu le lien vers leur chute publique. Tandis que le chaos se déchaînait de leur côté, Trevor restait calme, comme si cette révélation n'était que la conclusion silencieuse d'un chapitre. Il n'avait pas cherché la vengeance, seulement la justice, et elle avait été rendue avec une précision chirurgicale. La chute de Spencer se propagea à travers Whittaker Holdings comme un tremblement de terre silencieux, secouant des structures que l'on croyait inébranlables. Chaque département en chuchotait, comme si prononcer son nom à voix haute pouvait porter malheur. Les faux contrats furent audités, les paiements tracés, les prête-noms interrogés. Un par un, les maillons de la chaîne s'effondrèrent comme des dominos. L'impact fut si sévère que le conseil d'administration de l'entreprise publia une déclaration publique renforçant de nouveaux protocoles d'intégrité et annonçant le licenciement immédiat de toute personne impliquée dans la fraude. En coulisses, les directeurs qui avaient autrefois applaudi Spencer feignaient de ne l'avoir jamais soutenu, révélant au grand jour l'hypocrisie brute des élites d'entreprise. Avery, quant à elle, faisait face à la ruine sans faux semblant. D'abord vinrent les questions des voisins, puis les appels de numéros inconnus, les invitations à des entretiens qui s'évanouissaient dès que son nom apparaissait dans les recherches. Les vêtements de luxe qu'elle portait autrefois avec fierté furent mis au clou pour couvrir les dépenses les plus élémentaires. Spencer, en attente de son procès, lui reprochait tout, affirmant qu'elle l'avait poussé à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils se disputaient dans l'appartement exigu qu'ils avaient loué à la hâte
après la saisie de leur ancienne maison. L'espace était étroit, mal éclairé, et chaque objet semblait lui rappeler tout ce qu'elle avait perdu. Avery tenta de se battre. Elle contacta d'anciens collègues, demanda des recommandations, envisagea même de lancer une petite entreprise avec le peu qu'il lui restait. Mais personne ne voulait s'associer à une femme mêlée à un scandale financier. Son nom était devenu trop lourd à porter. Les gens chuchotaient quand elle entrait dans une pièce, évitaient son regard. Une amie, autrefois si proche, qui posait avec elle sur les photos lors des soirées, fit semblant de ne pas la reconnaître dans la file d'un supermarché. Alors, Avery commença à se cacher. Elle évitait de sortir pendant la journée. Elle pleurait souvent. Elle pensait à Trevor et, pour la première fois, s'autorisa à revisiter ses souvenirs avec regret. Elle se rappela comment il avait pris soin d'elle pendant sa convalescence, comment il la regardait sans rien attendre en retour. Cette douleur était plus vive que celle de la pauvreté soudaine. Pendant ce temps, Trevor assumait de plus en plus de responsabilités au sein de l'entreprise. Il était respecté, écouté attentivement et cité en exemple pour son intégrité et sa vision stratégique. Certains directeurs plus âgés l'observaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il était nouveau à ce poste, mais sa fermeté et la manière dont il avait géré l'enquête le rendaient incontournable. Harlan, bien que toujours présent, commençait à laisser Trevor prendre les décisions clés. Il faisait l'éloge de son fils en réunion, soulignant non pas un talent naturel, mais une résilience forgée dans la douleur. Trevor se consacrait à son travail, comme il l'avait toujours fait, avec une concentration totale. Peu à peu, l'image de l'homme simple qui prenait le bus fut remplacée par celle de quelqu'un qui portait le nom Whitaker avec une autorité tranquille. Même au milieu de ses nouveaux projets, Trevor trouvait du temps pour les causes sociales. Le fait d'avoir failli perdre Avery par manque de moyens l'avait profondément marqué. Il créa un fonds pour aider les familles à faible revenu dont un membre suivait un traitement cardiaque. Le programme offrait des consultations, des médicaments, le transport et un soutien psychologique. L'idée fut très bien accueillie par le public et les médias. Dans une interview, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait lancé cette initiative, Trevor répondit que personne ne devrait avoir à choisir entre sauver un être cher et tout perdre. La citation devint virale, se transformant en slogan, en imprimé pour t-shirt et en thème de campagne. Mais il resta discret, comme si cette partie de son histoire était encore trop douloureuse pour en faire un trophée. C'est dans ce contexte que Avery refit surface. Trevor sortait d'une réunion lorsqu'un agent de sécurité l'approcha. Une femme, à l'extérieur, disait devoir lui parler. En entendant son nom, le temps sembla s'arrêter un instant. Trevor ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre. Elle était là, plus mince, les cheveux noués à la hâte, vêtue simplement. Elle tenait un petit sac et avait l'air nerveuse. Harlan s'approcha et demanda à son fils s'il voulait la faire entrer. Trevor répondit par un hochement de tête, la voix neutre. Il voulait seulement qu'il regarde. Harlan comprit. De loin, le père et le fils observèrent Avery s'approcher de la grille et appeler Trevor. Elle ne criait pas. Sa voix était douce, comme si elle s'excusait sans savoir par où commencer. À un moment, elle s'agenouilla et pleura. Elle sortit une enveloppe de son sac et demanda à ce qu'on accepte au moins sa lettre. Trevor ne descendit pas. Il n'ouvrit pas la porte. Il resta immobile. Harlan dit alors: « On n'a pas besoin d'affronter tous les fantômes.
Certains doivent simplement rester dehors. Avery resta là plus d'une heure. Puis elle se releva, arrangea ses cheveux et s'éloigna. L'enveloppe resta à la sécurité, qui la remit plus tard à Trevor. Il la posa sur son bureau sans se presser de l'ouvrir. 2 jours passèrent avant qu'il ne la lise enfin. La lettre était longue. Avery commençait par dire qu'elle était désolée, même si elle savait que cela ne changeait rien. Elle écrivait qu'elle avait cru faire le meilleur choix, mais qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu. Elle avait troqué l'amour contre des promesses, la dignité contre les apparences. Elle décrivait leur journée ensemble, à quel point elle s'était sentie en sécurité et aimée. Elle admettait que l'erreur venait d'elle. Elle ne demandait pas à revenir, seulement qu'il sache qu'elle avait enfin compris. Trevor lut jusqu'au bout, replia la lettre et la rangea dans un tiroir. Il n'en parla à personne. Il retourna au travail, à ses projets, à ses engagements. L'épisode resta verrouillé dans sa mémoire. La vie continua. Lors d'une conférence sur la responsabilité sociale, après son discours, un journaliste l'approcha et lui demanda ce qu'il dirait à la femme qui l'avait quitté au moment où il avait le plus besoin d'elle. Trevor marqua une pause d'une seconde, puis répondit. Je lui dirai merci, car si elle était restée, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Le public applaudit, mais Trevor ne cherchait pas les applaudissements. Il venait de dire la vérité, car parfois, c'est la douleur qui pousse un homme ordinaire vers les sommets où la grandeur l'attend en silence. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.